Expert cybersécurité industrielle, le seul en Afrique à être certifié à la plus prestigieuse des normes dans le domaine. Le Sénégalais Idi Demba Thiam est l'invité d'Ousmane Gueye ce dimanche dans E-Tech. Quel regard sur le nouveau centre de données du Sénégal? L'implication de la Chine n'est-elle pas la fausse note pour Dakar qui entend gagner sa souveraineté numérique? Quelle garantie de sécurité de nos données? Quelle implication des nationaux? Comment devrait se faire l'exploitation? Quelle protection des infrastructures sensibles dans un monde où tout le monde surveille tout le monde? L'ingénieur diplômé de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse, en charge de la stratégie chez General Electric, répondra à toutes ces questions face à Ousmane Gueye. À suivre ce dimanche 27 juin 2021 sur e-Radio. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci encore une fois d'être au rendez-vous. Ce dimanche, un invité venu d'ailleurs, mais plus que jamais ancré dans les valeurs sénégalaises, un produit du lycée Limamoulaye où vous obtenez le baccalauréat. Idi Demba Thiam, parti d'ici il y a bien longtemps pour rejoindre la France à la faveur d'une bourse d'excellence, ingénieur en développement logiciel, diplômé de plusieurs écoles dont l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse, le seul africain certifié de la norme IEC/ISA 62443 dans le monde de la cybersécurité industrielle, le seul africain à être certifié dans ce domaine sur les 76 experts concernés par cette certification. Bonjour. Bonjour Ousmane. Merci d'être au rendez-vous. Vous travaillez pour compléter la présentation depuis ces dernières années pour General Electric où vous êtes en charge de la définition de la stratégie, le pétrole et le gaz. On en parle beaucoup au Sénégal, ça vous parle beaucoup. Il faut dire en réalité à l'auditeur, Idi Demba Thiam, que vous vous intéressez particulièrement à ce que l'on appelle les infrastructures critiques, les infrastructures de haute importance, les installations hydrauliques, électriques. Entre autres, au Sénégal, on pensera à Sénélec et Seno, par exemple, des services tout aussi essentiels que les transports et plus précisément le ferroviaire avec la perspective du TER, le train express régional. Un premier regard sur le nouveau centre de données au Sénégal, un data center qui nous vaut les unes du monde entier. Une bonne décision, la mise en place de ces centres de données? Alors, merci de me recevoir, Ousmane. Un data center national est toujours important, d'accord? Donc, je pense que c'est un bon step que le Sénégal a fait, un bon très important dans la démarche de souveraineté numérique, technologique dans lequel le Sénégal s'inscrit dans le cadre de sa stratégie nationale de cybersécurité 2025. Donc c'est un bon step. Maintenant, il faut regarder les tenants et les aboutissants du point de vue de l'installation, de l'exploitation, des accès, etc. Il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. Mais en tout cas, il faut féliciter les autorités pour ce premier jalon qui montre que le Sénégal s'inscrit durablement dans une démarche de souveraineté technologique et de protection des données personnelles et des données étatiques. Certains observateurs font remarquer que le Sénégal, l'État, le gouvernement a beaucoup communiqué sur la capacité de l'infrastructure en question, mais peu sur finalement la garantie de protection des données qu'on mettra là-dedans. Vous en pensez quoi? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sécurité des données et de manière plus générale la cybersécurité, donc la protection des processus, des données, des applications, etc., prend en considération beaucoup de facteurs, d'accord? La communication, il peut s'agir d'une communication politique, d'une communication technique, d'une communication sociale. Chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle. Maintenant, je pense qu'il faut aussi se focaliser sur la communication des gens qui ont en charge l'aspect technique, l'aspect de l'exploitation des données. Il faut savoir que dans le monde, on est dans un monde interconnecté. On est dans un monde interconnecté. Tous les pays exportent des équipements électroniques. D'accord. Donc, à mon avis, il ne faut pas trop se focaliser sur l'origine technologique des équipements embarqués dans ce data center. Ce sur quoi il faut se focaliser, c'est sur la sécurité qui est mise en place pour garantir la protection des données qui sont sauvegardées dans ce data center. Il faut savoir que les données sont soumises aux lois
du pays dans lequel elles sont stockées. D'accord ? Donc le fait de rapatrier les données sénégalaises qui sont stockées aux États-Unis, en Asie, etc., de les rapatrier physiquement au Sénégal est quelque chose de très important. Maintenant, il faut accompagner par des mesures de sécurité qui permettent de garantir cette protection. Ça, on y reviendra parce que d'après les observateurs, les experts, dont vous d'ailleurs, Idi Demba Thiam, ça n'est pas évidemment très évident quand on veut rapatrier des données qui se trouvent dans d'autres pays. Souvent, d'un point de vue d'ailleurs législation, on a du mal parce que parfois les textes ne sont pas les mêmes. Voilà peut-être pour les aspects juridiques, on y reviendra. Mais toujours sur cette infrastructure, on connaît l'implication de la Chine. D'ailleurs, le chef de l'État Macky Sall, le 22 dernier à Diamniadio, a remercié la Chine. Mais comment on peut avoir la Chine impliquée à un tel niveau quand on parle de souveraineté numérique? Est-ce que quelque part, ça n'est pas contradictoire? Alors cela peut paraître contradictoire de clamer sa souveraineté technologique et numérique. Mais juste ça paraît, mais ça ne l'est pas. Alors, ça l'est d'une certaine façon parce qu'en fait, il faut comprendre la souveraineté technologique comme un processus. D'accord ? Au Sénégal, il n'y a pas un industriel capable de construire un data center. Au Sénégal, il n'y a pas d'équipementier qui construit des automates, on ne construit pas des ordinateurs, on ne construit pas des serveurs, etc. Donc tous les composants dont on a besoin pour mettre en place un système aussi sophistiqué qu'un data center ne sont pas réalisés ici au Sénégal. Donc forcément, on a une dépendance vers l'extérieur, que ça soit financé par le Sénégal ou par un autre État. La question finalement, c'était d'amoindrir le risque. Mais est-ce qu'en voulant amoindrir le risque, la Chine était le meilleur choix? Quand on sait bien sûr qu'on est dans un monde avec cette géopolitique autour de la 5G, on a vu un peu cette bataille entre Huawei et l'Amérique. Est-ce que finalement, dans ce contexte donné bien précis, est-ce que c'est la Chine qui s'avère le meilleur choix pour le Sénégal, pour Dakar? Alors je répondrai à cette question en disant que les États n'ont pas d'amis, les États ont des intérêts. D'accord. Maintenant, il faut voir quel est l'intérêt du Sénégal en collaborant avec la Chine. Justement, on vous pose la question. Maintenant, est-ce qu'il est plus sécure de collaborer avec la Chine que de collaborer avec les États-Unis ou avec la France ou la Russie? La question demeure entière. Ce qu'il faut comprendre, la leçon qu'il faut retenir de ça, c'est que le Sénégal et les pays africains de manière générale doivent travailler à mettre en place des géants de l'industrie. D'accord, qui vont leur garantir une certaine autonomie dans la production d'équipements industriels, d'équipements technologiques, de services et qui vont leur permettre aussi, surtout, de mettre en place un cadre législatif réglementaire qui fait que même si le contractant, même si l'implémenteur, donc le maître d'œuvre est étranger, d'accord, je ne veux pas faire un focus sur la Chine parce que finalement, ce que la Chine peut nous faire, les États-Unis peuvent nous le faire, la France peut nous le faire en réalité. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'il y ait le cadre législatif, normatif et réglementaire qui fait que même si on travaille avec la Chine ou les États-Unis, on a les capacités techniques, les ressources humaines compétentes pour garantir qu'il n'y a pas d'exploitation non autorisée de nos données. Je pense que c'est vraiment ça le message qu'il faut passer. Maintenant, encore une fois, je le répète, le step 1 qui vient d'être réalisé est très important de faire demeurer physiquement les données ici au Sénégal. Il y a d'autres étapes qui arrivent qui vont donc nous mener à cette souveraineté numérique et technologique qui passe par le transfert de technologie, le transfert de compétences et surtout l'appropriation technique de ce data center par le Sénégal et les Sénégalais. Oui, on a vu qu'il y a eu une large communication autour de ce data center, de ce centre de données du Sénégal, comme on l'a appelé à Diamniadio, avec beaucoup de reprises, comme on dit dans notre jargon, dans la presse internationale. Mais est-ce que le Sénégal n'a pas trop joué avec le caractère un peu, disons, moins populaire du mot data center? C'est pas un mot que les Sénégalais connaissent. Centre de données, ça n'est pas très courant chez nous. Comment on peut parler de souveraineté numérique sur une question qui par définition nous échappe? Parce que vous l'avez dit, nous n'en avons ni l'expertise ni les moyens technologiques. Oui, alors ça c'est
Bon, faut saluer quand même une volonté politique d'aller vers cette. Il y a un début, vous voulez dire, il y a au moins un début. Voilà, moi je préfère voir le verre à moitié plein Qu'à moitié vide. qu'à moitié vide, en me disant qu'on s'achemine vers quelque chose. Aujourd'hui, on a l'infrastructure, d'accord. Il faut travailler à aller vers l'appropriation technique et l'autonomie et la souveraineté technologique. Et ça, bon, je veux dire, si les Chinois ont mis en place des backdoors dans les équipements qui sont embarqués, je ne dis pas que c'est le cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Sénégal doit pouvoir mettre en place ce qu'il faut en termes de process, de ressources humaines compétentes et de mesures technologiques pour garantir que ces données sont sécurisées. Ça rappelle d'ailleurs le plaidoyer que nous avions eu, ou plutôt que Tidjane Seck, ancien directeur général de l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État, avait fait dans cette émission en disant d'accord, on est forcément dépendant de l'extérieur, comme tous les États d'ailleurs le sont, mais il faudrait au moins un audit technique ou technologique de ces cadeaux qu'on nous donne, qu'on destine parfois à des infrastructures critiques au Sénégal, nos armées, à d'autres acteurs. Est-ce que, par exemple, on peut prétendre auditer ces infrastructures-là qu'on nous donne? C'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut? Oui, on peut. Oui, on peut. Vous êtes l'expert. Il faut le faire. Il faut le faire. Donc, je confirme vraiment ces propos. Je les partage. Il faut savoir que les experts disent que la Troisième Guerre mondiale sera numérique. C'est-à-dire que si on est capable de prendre possession des infrastructures critiques d'un État, d'une nation, on peut faire tomber un État. Et visiblement, les prémices sont là. Alors oui, aujourd'hui on le voit avec depuis 2010 et Stuxnet quand la centrale iranienne a été attaquée, en passant par Black Energy en Ukraine quand 1,4 million d'Ukrainiens ont été privés d'électricité. On le voit avec Colonial Pipeline récemment. Donc les attaques existent dans les systèmes qu'on appelle les infrastructures critiques qui sont administrées par ce qu'on appelle les opérateurs d'intérêt vitaux. Ça peut être l'énergie, ça peut être l'eau, les transports, la banque, le TER, on va peut-être en parler. C'est très important. C'est-à-dire il faut comprendre qu'aujourd'hui, les infrastructures sont de plus en plus autonomes, de plus en plus intelligentes, de plus en plus connectées. Donc cela contribue à augmenter ce qu'on appelle la surface d'attaque et à rendre de plus en plus les États et les entreprises industrielles de manière générale vulnérables. C'est pour ça que la première démarche quand on veut faire de la sécurité, c'est l'analyse de risque. Il faut connaître ces vulnérabilités, connaître la menace à laquelle on est exposé, le profil de nos attaquants potentiels. Cela nous permet de mesurer le niveau de risque auquel on est exposé et de pouvoir mettre en place les mesures, donc que ce soit du process, que ce soit des ressources humaines de qualité et les mesures technologiques qui nous permettent de minimiser ce risque à défaut de l'éliminer. Quand on en revient à l'audit des cadeaux technologiques, cadeaux entre guillemets bien évidemment qu'on nous offre, quelle devrait être la démarche avec ce nouveau centre de données du Sénégal à Diamniadio? Alors la démarche peut être effectivement un audit mené par des experts sénégalais. Il y en a beaucoup ici au Sénégal ou à l'étranger. C'est vraiment important que les structures étatiques et les preneurs de décision puissent prendre attache. Mais on audite comment pour ce genre d'infrastructure? On audite comment? On rappelle que ce n'est pas l'audit par exemple d'un processus dans une entreprise, mais c'est vraiment l'audit technologique d'une technologie de haute importance qui s'appelle un data center de niveau tier 3, comme on dit. Dans ce cas-là, on audite comment? Est-ce qu'on en a l'expertise? Est-ce qu'il arrive que, disons, des logiciels espions, façon de parler, nous échappent dans ce genre de contrôle? D'autant plus que, je termine par là, on dit que le risque zéro n'existe pas dans votre domaine, la cybersécurité. Oui, le risque zéro n'existe pas, ou la sécurité à 100% n'existe pas. Ce qui est important, c'est de mettre en place les mesures qui nous permettent d'avoir un niveau de sécurité qu'un attaquant ne peut pas contourner. D'accord. Maintenant, un audit sur une infrastructure comme ça, il peut être multifactoriel. Il peut être un audit du point de vue process, quels sont les process qui sont mis en place. Il peut être un audit technique.
D'accord, il y a des normes internationales qui existent. Je peux citer l'ISO 27001, toute la framework autour de l'ISO 27001 qui permet d'auditer des infrastructures IT. D'accord, le data center, c'est un mix entre l'IT et l'OT. L'IT pour Informational Technology et l'OT pour Operational Technology. Donc, il y a du point de vue IT, il y a des audits 27001 qui peuvent se mettre en place. Du point de vue OT, il y a la 62443 qui donne un framework qui permet de mener un audit. Mais ça montre aussi que l'Afrique manque de cadres législatifs, réglementaires et surtout normatifs. C'est important que l'Afrique développe ses propres normes qui permettent d'auditer, mais aussi si vous voulez, en phase de procurement, c'est important d'intégrer la phase de sécurité, c'est-à-dire comment ce data center a été spécifié. D'accord ? Qui est-ce qui a défini les exigences de ce data center? Quelles sont les exigences qui ont été soumises au maître d'œuvre? D'accord? Comment ces exigences ont été testées, comment ils sont tracés, comment ils sont validés, etc. Donc il y a un process qui doit être respecté quand on développe des infrastructures comme ça. Je pense que ces exigences ont été appliquées, en tout cas j'ose l'espérer, et en ce moment-là l'audit n'en sera que plus facile. Deux questions avant d'en venir au rapatriement souhaité notamment et officiellement par le président Macky Sall. Quelqu'un parlait même avant tout de sécurité, non pas informatique, mais physique. Un data center comme ça, quelles sont les normes pour vous qui êtes un peu au fait de ces questions Idi Demba? Quelles sont les normes par exemple physiques? On met combien de vigiles par exemple? Ou quel type d'acteur devrait prendre en charge la sécurité physique d'abord? Parce que chacun sinon peut s'introduire dans le data center. Oui, dans le domaine de la cybersécurité, on dit que des fois, au lieu de mettre en place des mesures technologiques, il faut mettre devant un gars avec un fusil. D'accord? Donc, la sécurité... On l'oublie souvent, on est tellement embarqué dans des questions informatiques qu'on oublie que la première sécurité, elle est physique, non? Le premier niveau, il faut comprendre que le maillon faible de la sécurité, c'est l'être humain. D'accord. Donc le premier niveau de sécurité, effectivement, il faut combiner les mesures techniques et technologiques avec des mesures physiques. D'accord. Parfois, un cadenas peut sauver un data center. Hein. Enfin, j'exagère un tout petit peu. Mais la sécurité physique, c'est très important. Il ne faut pas penser la cybersécurité en dehors de la sécurité physique du site. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, souvent, les gens ne communiquent pas trop sur l'emplacement physique des data centers parce que parfois, il peut suffire de faire une attaque physique sur le site pour créer une absence de disponibilité qui serait catastrophique pour l'accès à nos données. Mais je voudrais juste dire que la cybersécurité industrielle de manière générale ou les infrastructures critiques ne se limitent pas aux data centers. Le Sénégal est en train d'exploiter et de développer le pétrole, le gaz. Le Sénégal est en train de faire un TER, donc il y a une stratégie Sénégal numérique, stratégie numérique de cybersécurité 2025 qui adresse ces problématiques d'infrastructures critiques. Et je pense qu'il faut prendre le problème dans une globalité, c'est-à-dire comment le Sénégal se positionne et comment l'Afrique se positionne par rapport à la sécurité des infrastructures critiques, incluant le pétrole, le gaz, l'énergie, etc. Oui, est-ce que la globalité, pour vous reprendre, ne devrait pas aussi concerner la position même du data center? Pourquoi est-ce qu'il devrait être visible à l'œil nu, façon de parler? Pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas être dans un souterrain? Façon de l'éloigner certainement de frappes aériennes, par exemple. On n'écarte rien comme on est dans le monde de la sécurité, cybersécurité en l'occurrence. Bon, je pense que, si vous voulez, une mesure de sécurité n'a de sens que quand elle est confrontée à une analyse de risque. Il n'y a pas ce risque. Non. Peut-être que l'analyse de risque qui a été faite par les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre de ce data center leur a montré que ce n'était pas nécessaire. Le risque d'une frappe aérienne sur le data center était peut-être négligeable, ce qui fait que le risque a été accepté certainement. Donc je pense que en tout cas l'analyse a été faite, je l'espère. Et donc moi je pense je préfère être optimiste en me disant qu'on a fait un data center.
d'accord. Il y a des choses à améliorer, notamment du point de vue sécurité et souveraineté technologique. On en fera d'autres. D'accord. Et puis ce sera du lesson learn qui va faire que les autres seront peut-être beaucoup mieux que celui-là qui est déjà très bien. Oui, mais l'optimisme, vous êtes d'accord, ne veut pas dire qu'on doit fermer les yeux. Vous êtes un expert de la cybersécurité. C'est pas parce qu'on est optimiste qu'on ferme les yeux sur les risques. C'est pour ça que je vous disais que le choix de l'emplacement et les choix des mesures et le choix des personnes qui sont appelées à exploiter et à administrer ce data center a certainement dû obéir à une analyse de risque qui a été faite en amont du projet et qui a mené à ces choix-là. Donc, c'est certain. Je pense que l'analyse de risque a été faite et que ce choix n'est pas fortuit. Un data center à côté de deux autres normalement, celui de l'opérateur Free et celui d'un autre opérateur qui se trouve être Sonatel Orange. Aujourd'hui, est-ce qu'on devrait parler d'harmonie ou d'harmonisation de l'usage entre ces trois data centers ou on doit prendre la question comment? Alors, le mot qu'il faut utiliser, c'est l'interopérabilité. L'interopérabilité, comme dans le monde bancaire ou de la monnaie électronique. Voilà, c'est l'interopérabilité. Le plus important, c'est qu'il faut faciliter l'accès aux données de manière générale. Donc là, le data center, il faut le prendre dans une globalité qui inclut l'accès aux données, qui inclut la connectivité, qui inclut l'accès à Internet. D'accord, le coût de l'accès aux données, comment faire pour que les Sénégalais aient accès à un service de connectivité qui soit de qualité et à moindre coût. Et j'espère que ce data center-là et les autres qui existent, qui vont exister ou qui existent déjà, je pense que Sonatel avait déjà un data center qui est présent. À Rufisque, oui. Voilà, c'est ça. Donc le plus important, c'est de travailler pour que les Sénégalais eux-mêmes et les industriels sénégalais puissent pouvoir accéder à une connexion de qualité à moindre coût et que la sécurité des données soit assurée. Et garantir aussi l'interopérabilité naturellement entre les différents acteurs. Oui, mais mettre tous ces œufs dans un même panier, vous voyez bien là où je veux en venir, ce n'est pas un risque déjà assumé? Mais là, en l'occurrence, je pense que tous les œufs ne sont pas dans le même panier parce que je pense que c'est plus dangereux d'avoir les données de l'administration sénégalaise dispersées et dans le cloud américain ou asiatique que de les avoir au Sénégal soumis à un réseau exploité par Huawei. Je ne dis pas que c'est l'idéal. Il faut aller vers un transfert de technologie, il faut aller vers un audit, il faut aller vers une sécurité absolue, totale. Et une souveraineté technologique, mais je pense qu'il ne faut pas non plus se focaliser trop sur ça, il ne faut pas jouer à se faire peur. D'accord. Il faut être conscient, il faut prendre les mesures qu'il faut pour garantir la sécurité des données. Il faut être positif. Faut être prudent. Prudent. Et en même temps, il faut se projeter. Faut se projeter. Le Sénégal est en train d'opérer une transformation digitale. D'accord. On parlera tout à l'heure de Sénélec qui est en train de tourner vers la digitalisation avec les IDMS qui sont en train de se développer. On fait du pétrole, du gaz, tout ça c'est de la connectivité, tout ça c'est de l'autonomie, c'est de l'intelligence, c'est des objets connectés. Donc il faut aller vers une stratégie qui inclut la cybersécurité de ces infrastructures critiques-là et garantir tout simplement la disponibilité des ressources, l'intégrité des ressources, l'authenticité des activités, des ressources et des intervenants et aussi la confidentialité des données. La disponibilité d'ailleurs de ces données-là, le chef de l'État, mais avant bien sûr, les experts ont pensé qu'il fallait passer par un rapatriement. On rapatrie des données comme évidemment on ne rapatrie pas les données comme on rapatrie les migrants à bord de vols charter. Bien sûr, je rigole, ça ne se passe pas comme ça. Pour vous, l'expert, grand connaisseur de ces questions, c'est quoi la démarche quand on veut rapatrier une donnée ou des données? Bon, je pense que ça dépend aussi des lois en vigueur dans les pays où ces données-là sont stockées. Pour la France, que vous connaissez très bien. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que la France elle-même stocke ses données ailleurs. Hein.
La France a des data centers, mais la France aussi stocke ses données dans d'autres zones géographiques. Mais ça, c'est une option, il faut le préciser à l'auditeur. C'est une option, mais parfois, ils n'ont pas le choix. Hein. Parfois, ils n'ont pas le choix. Le Sénégal ne va pas rapatrier toutes ces données tout de suite. Ça va prendre du temps. Il y a des process à respecter. Il y a des normes qui garantissent ces opérations-là. Ça va prendre du temps. Ces données, il faut savoir, sont sauvegardées, sont répliquées, etc. Donc, tous ces mécanismes de sauvegarde, de restauration vont se mettre en place avec des normes qui existent. Et qui permettent de garantir tout simplement que l'opération sera menée à bien et que à terme, en tout cas, les données sénégalaises ne vont plus sortir et que les données qui sont déjà à l'étranger seront rapatriées. Oui, mais ça demanderait également, vous êtes d'accord, que l'on sensibilise les gouvernants notamment parce qu'il est régulièrement fait état d'utilisation d'adresses mail privées pour des données publiques, autrement dit les données de l'État, et tout le monde se rappelle sûrement le cas américain de Hillary Clinton, et certains observateurs estiment que c'est une des choses qui ont fait qu'elle a perdu l'élection présidentielle. Oui, alors il faut comprendre que la sécurité se conçoit sous une triptyque qui adresse d'abord les ressources humaines. Donc les personnes doivent être formées, les personnes doivent être sensibilisées, les décideurs et les législateurs doivent avoir un niveau de connaissance et de sensibilisation qui fait que quand ils prennent des décisions, quand ils mettent en place des politiques, que la sécurité soit pensée beaucoup plus en amont. Donc c'est vraiment important, les ressources humaines au cœur de la souveraineté technologique et de la souveraineté numérique dans un pays. Une fois qu'on a adressé cela, il y a l'aspect process, donc il faut mettre en place un cadre normatif, réglementaire et législatif. En France, on a l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Aux États-Unis, ils ont le CISA, Cyber Security Information Center. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire, CISA, Center for Information Security Agency, je crois que c'est ça. Je vérifierai après, je ne sais plus ce que ça veut dire. Donc, ils ont le CISA qui se charge de la sécurité, mais de définir des guidelines, de définir des directives auxquelles sont soumises toutes les entreprises qui œuvrent dans ce domaine-là. Alors, en Afrique, il faudrait qu'on aille aussi vers ces agences-là, qu'on aille vers des normes, qu'on aille vers des directives qui vont guider, qui vont organiser la sécurité des infrastructures critiques et la protection des données. Une pause de 25 minutes, le temps d'écouter les dernières informations de ce dimanche sur iRadio, et l'on se retrouve juste après. Le Sénégalais Idi Demba Thiam est notre invité ce dimanche sur iRadio. Idi Demba Thiam, basé en France, où il travaille pour General Electric. De passage à Dakar, il nous fait l'honneur et le plaisir de répondre à nos questions très rapidement pour cette seconde partie, mais pour parler des infrastructures critiques globalement. De quelle protection est-ce qu'elles ont besoin, ce genre d'infrastructures? On rappelle que ce sont les infrastructures très 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 sensibles, en charge par exemple de l'eau, en charge de tout ce qui est services bancaires, en charge du transport, et au Sénégal on parle beaucoup de ce train express régional d'ailleurs, il dit. Oui, alors là, si je devais définir les infrastructures critiques, je dirais que ce sont des fournisseurs de services essentiels, d'accord, qui sont administrés par ce qu'on appelle les opérateurs d'intérêt vitaux. Alors ça va de l'énergie au ferroviaire, au transport de manière générale, en passant par l'aéronautique, le spatial, la défense, tout ce qui est militaire. Ça passe aussi par l'électricité, l'eau, parce qu'aujourd'hui l'arme la plus redoutable qui commence à être de plus en plus utilisée, c'est d'accéder à l'infrastructure d'un pays, au réseau de distribution électrique d'un pays, et de créer un blackout. C'est ce qui s'est passé en Ukraine en 2015 et en 2016. Ces infrastructures
sont des infrastructures très souvent à catégoriser dans ce qu'on appelle les IACS, Industrial Automation and Control System. D'accord, donc c'est des systèmes de contrôle automatisés. Je parlais tout à l'heure de systèmes qui sont de plus en plus autonomes, intelligents et connectés. Donc une surface d'attaque qui est très développée, et donc des systèmes aussi qui sont très souvent appelés à exister pendant 15-20 ans et qui ont aussi besoin d'avoir un certain niveau de maintien en conditions de sécurité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les infrastructures critiques ont des besoins de safety, donc sûreté de fonctionnement, ont des besoins de disponibilité. D'accord? Quand un disjoncteur doit triper, il doit triper dans les 100 microsecondes. Triper, ça veut dire, dans votre jargon? Déclencher. D'accord, se déclencher parce qu'il y a un défaut qui a été constaté par exemple. C'est très important que ça se déclenche dans le temps qui est imparti. D'accord, donc on a des problématiques de temps réel, des problématiques de déterminisme et des problématiques des problématiques donc de safety qui se posent. Donc la disponibilité est quelque chose de très important pour ces infrastructures-là. J'ai l'habitude de dire que si on va accéder à un site internet et que le site n'est pas accessible pendant 5 minutes, c'est pas vraiment très grave. D'accord. Par contre, si un disjoncteur qui doit déclencher parce que quelqu'un est en train de s'électrocuter ne se déclenche pas dans le temps, c'est très grave parce qu'il y a des risques de qualité, de sécurité, d'environnement, et il peut y avoir aussi risque de mort d'homme, tout simplement. Donc ces infrastructures doivent être protégées du point de vue de la disponibilité, du point de vue de l'intégrité, parce qu'ils reçoivent des commandes. D'accord, si on prend le dispatching national, oui, c'est piloté par ce qu'on appelle des SCADA, donc des systèmes de contrôle à distance, qui donnent des ordres à des automates qui exécutent des actions. Donc les ordres doivent être intègres. D'accord, ce qu'on appelle le contrôle d'intégrité. Et puis il y a aussi un besoin d'authenticité, c'est-à-dire que quand Senelec envoie des informations à un compteur intelligent, d'accord, on doit s'assurer que ces informations ou ces ordres viennent bien de Senelec. Donc c'est la notion d'authenticité qui se pose. Et enfin des notions de confidentialité, contrairement au système bancaire par exemple, où la confidentialité arrive vraiment en premier lieu, parce que bon, si on découvre vos codes de bancaire, c'est un peu plus embêtant que si on découvre les grandeurs énergétiques qui sont sur le réseau de distribution électrique. Tout à fait, comme quoi les risques ne sont pas les mêmes évidemment. Idy Demba Thiam, parlons à présent d'énergie, j'allais dire plus spécifiquement. L'énergie, on voit que ça évolue beaucoup à l'heure du numérique. Par exemple, en Côte d'Ivoire, un certain entrepreneur, Jean-Frédéric Balma, a pu, à travers une technologie, par exemple, obtenir du Wi-Fi juste en partant de la lumière. Des technologies de cette pointe-là, elles arrivent quand à Dakar? Alors, à Dakar, au Sénégal de manière générale et en Afrique aussi, on a des génies qui développent des technologies très intéressantes. Maintenant, ce sur quoi il faut se diriger, c'est une volonté politique d'accompagner ces gens-là vers la création ou la mise sur pied de géants industriels. On a besoin d'avoir des champions, parce qu'en réalité, pour ne pas faire de démagogie ou de populisme, on ne peut pas vouloir clamer une souveraineté technologique quand on n'a pas des géants technologiques. D'accord, une Silicon Valley africaine, une Silicon Valley sénégalaise, une Diamniadio Valley, pourquoi pas. En tout cas, c'est important d'aller vers une industrialisation, une industrie 4.0 de l'Afrique de manière générale. Je parle beaucoup d'Afrique parce que je pense qu'il ne faut pas se disperser, il faut pas parler, il faut que l'Afrique y aille ensemble. D'accord, il faut que des normes soient définies ensemble, il faut que des géants industriels soient sur place au niveau africain pour pouvoir justement compétir dans le monde, parce que dans le monde entier, il y a des experts qui travaillent dans ces domaines-là. Donc, je pense qu'on peut y arriver. La fracture numérique, aujourd'hui, les technologies sont très démocratisées. D'accord. L'utilisation des réseaux sociaux, à mon avis, est même plus développée au Sénégal qu'en France. C'est le cas du mobile money, par exemple. Le mobile money, c'est quelque chose de très innovant, de très. Maintenant, il faut aller vers
vers une interopérabilité, pouvoir passer par un opérateur et accéder à un autre opérateur, envoyer de l'argent d'un opérateur A à un opérateur B et inversement. Donc on a des choses qui sont en place, on a des choses qui sont développées. Il faut accompagner aussi des opérateurs nationaux. Hein. C'est dommage que des nationaux peinent à décoller. Peinent à décoller tout simplement parce qu'ils n'ont peut-être pas bénéficié de l'accompagnement nécessaire pour devenir des champions. Parce qu'il faut avoir des champions pour pouvoir affirmer sa technologie. Voilà, donc c'est très important d'aller vers ça. Maintenant, l'énergie... En quoi d'ailleurs le numérique permet d'optimiser l'énergie? C'est quoi le rapport entre les deux? Alors oui, parce qu'en réalité, il faut comprendre quand on parle de système de distribution ou d'exploitation de l'énergie, si on prend par exemple l'exemple de l'électricité, il y a la phase de production, il y a la phase de transport, il y a la phase de distribution. Toutes ces étapes-là passent de plus en plus par des process, comme je le disais tout à l'heure, autonomes, intelligents et connectés. Donc on prend en charge ce qu'on appelle du remote maintenance, la maintenance à distance, le diagnostic prédictif. Donc tout ça permet de faire gagner du temps et de l'argent à des entreprises comme Senelec qui sont en train de développer une grande digitalisation. Mais cette digitalisation accompagne aussi une performance qui sera accrue, mais doit aussi s'accompagner d'exigences de cybersécurité accrues pour pouvoir protéger ces infrastructures. Le numérique sera aussi essentiel quand on en arrivera à l'exploitation réelle du pétrole et du gaz au Sénégal? Oui, parce que si vous voulez, toutes ces... Si vous voulez, ces ressources, le pétrole, le gaz, toutes ces ressources-là donc vont être transformées en données en réalité. D'accord ? La quantité extraite, la quantité transformée, la quantité écoulée, la quantité commercialisée, etc. Tout ça obéit aujourd'hui à des grandeurs physiques, à des mesures temps réel, à de la donnée, à de l'asset management qui permet de quantifier, de mesurer, d'optimiser et de sécuriser tous ces systèmes-là. Donc le numérique au service de l'énergie, le numérique au service du pétrole, du gaz, naturellement on va vers ça. Aujourd'hui les systèmes qui permettent d'extraire et d'exploiter le pétrole et le gaz sont des systèmes numérisés, des systèmes connectés, des systèmes intelligents et donc des systèmes vulnérables. D'accord ? C'est pour ça que c'est très important d'aller vers un audit généralisé de nos infrastructures critiques et aussi de sensibiliser nos donneurs d'ordre pour qu'en phase de spécification et d'appel d'offres, que des exigences de sécurité soient intégrées en amont pour pouvoir garantir justement la sécurité et la souveraineté de nos pays. Et les perspectives vous rassurent actuellement ? Alors, oui et non. Oui et non, parce que on commence à en parler. Ça commence à sortir, la cybersécurité commence à être un enjeu dont les décideurs africains ont conscience. Je rappelle que le Sénégal a une SNC 2025, Stratégie nationale de cybersécurité 2025. Maintenant, il faut aller plus vite. Il faut aller vers de la réglementation au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau régional. Il faut aller vers donc des lois, vers des normes, vers des guides de bonne pratique. J'espère qu'on aura bientôt l'Agence nationale de sécurité au Sénégal ou au niveau sous-régional pour accompagner cette transformation digitale. Ce qui me rassure, c'est qu'on a de plus en plus des ressources humaines de qualité. Il y a la formation qui commence aussi à se développer avec l'Institut national de cybercriminalité, je pense. Mais il ne faut pas... L'école nationale à vocation régionale de Dakar. Exactement. Mais par contre, il ne faut pas se limiter à la cybercriminalité. Il faut vraiment penser cybersécurité ou penser même cyberdéfense. D'accord ? Parce que c'est vraiment un enjeu de sécurité nationale. Oui, justement, en un temps, on parle beaucoup de cyberguerre, de cyberattentats. Est-ce que vous estimez que le Sénégal est assez ouvert un peu à ces tendances ? Alors, je pense qu'avec la mise en place... Des armées électroniques, par exemple.
Alors oui, parce que quand on dit que la troisième guerre mondiale sera numérique, ça veut dire qu'il faut être armé électroniquement. D'accord ? Il faut avoir les ressources humaines, il faut avoir les technologies, il faut avoir les process qui permettent à une nation de se défendre, mais qui permettent aussi à une nation d'attaquer. D'accord. Les États-nations sont dans la cybersécurité défensive, mais aussi dans la cybersécurité offensive. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, les États-Unis annoncent clairement qu'ils ont réussi à infiltrer le réseau de distribution électrique russe et qu'ils sont prêts à activer des attaques en cas de conflit, par exemple. Quand vous voyez qu'1,4 million d'Ukrainiens sont privés d'électricité, quand vous voyez qu'il y a des systèmes industriels en Afrique qui sont pilotés à distance dans des pays européens, ça veut dire que ces systèmes peuvent être compromis par des gens à distance. En appuyant sur un bouton, on peut couper l'électricité dans un pays. Donc c'est important que nos pays prennent les devants et mène vraiment une analyse de vulnérabilité globale au niveau de nos infrastructures critiques. Aux États-Unis, c'est ce que fait, donc je le disais tout à l'heure, le CISA, le Cyber Security and Infrastructure Security Agency, qui définit des guidelines et qui impose aux industriels de respecter certaines normes, de mettre en place certaines directives, à défaut desquelles elles vont être sanctionnées et sorties du marché. En France, quand on est opérateur d'intérêt vital, si on n'est pas CSPN, cybersécurité de premier niveau, on ne peut pas compétir dans certains domaines. Donc il faudrait qu'en Afrique, qu'on aille aussi vers ce niveau d'exigence. Ça manque de rigueur chez nous? Je pense que ça manque de sensibilisation. Ça manque de sensibilisation, ça manque d'information et ça manque de formation. Parce qu'en réalité, on ne peut pas être rigoureux quand on ne connaît pas. On ne connaît pas certaines choses. D'accord. Donc je pense que ce qui manque vraiment, c'est de la formation. Il y a des acteurs qui sont sur le terrain, il y a des gens qui sont en place. Je connais des acteurs ici au Sénégal. Et aussi être accompagné par des structures qui existent. Moi, je suis membre de l'APAC, qui veut dire qui est l'association panafricaine des acteurs de la cybersécurité. Il y a d'autres initiatives qui existent. Le Cyber Africa Forum a eu lieu récemment en Côte d'Ivoire. Donc il y a des choses, il y a des initiatives qui commencent à se mettre en place. Il y a des observatoires de la cybersécurité qui commencent à se développer. Donc il faudrait que nos décideurs aient la volonté politique d'aller vers ces experts-là qui vont les accompagner dans la mise en place d'un cadre, comme je disais toujours, For Africa, by Africa. C'est vraiment important que ce cadre-là soit défini. Donc des lois, des normes, de la réglementation, des guides de bonne pratique pour pouvoir définir, déployer et évaluer la sécurité dans nos infrastructures critiques. L'énergie, on en reparle, Idi Demba Thiam. Je rappelle que le Sénégalais Idi Demba Thiam est notre invité ce dimanche 27 juin 2021 sur iRadio. Nous parlons de cybersécurité. Il paraît que c'est plus englobant. L'énergie, on en parle beaucoup. On parle du recours un peu au numérique. Mais à quand, par exemple, une souveraineté énergétique au Sénégal en passant notamment par le solaire? C'est possible. L'autosuffisance énergétique, vous voulez dire, parce que je pense qu'il faut séparer effectivement les deux. C'était pour faire allusion à la souveraineté numérique dont on parle. Est-ce qu'on peut avoir une souveraineté solaire, énergétique, pardon? Alors oui, voilà, la souveraineté énergétique, je pense qu'avec le développement et l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières, je pense a priori qu'on devrait arriver vers l'autosuffisance qui mène à la souveraineté, d'accord, et on va a priori pouvoir même revendre. Qui mène ou qui est le synonyme même de la souveraineté, non? Non, c'est pas la même chose. Quand on est autosuffisant, on n'a pas besoin de recourir à d'autres, non? Parce que le Sénégal peut produire suffisamment d'énergie, d'accord, par exemple pour alimenter son réseau de distribution électrique, mais ne pas avoir la souveraineté technologique qui lui permette d'exploiter. La question est globale. Cette infrastructure. D'accord, donc si on est obligé de faire recours à des entreprises étrangères pour piloter, pour faire la maintenance, pour faire l'exploitation, pour faire le diagnostic de notre réseau, etc., on est autosuffisant. Mais on n'est pas souverain. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important d'accompagner aussi les industriels locaux vers un développement de leur business, il faut en faire des géants
pour pouvoir accompagner l'autosuffisance par la souveraineté. Mais pourquoi on ne devrait pas miser sur le solaire, sur le soleil, l'énergie solaire en Afrique? Bon, le 100% solaire n'est pas en réalité recommandé. Et pourquoi? Parce que le solaire... Parce que le soleil a ses humeurs. Le solaire dépend du soleil. Et le soleil a ses humeurs. Et le soleil a ses humeurs. Donc, c'est-à-dire que l'énergie est très difficile à stocker. D'accord? L'énergie est très... Mais on peut avoir une bonne autonomie. Non? On peut avoir une bonne autonomie, mais vous voyez, quand vous parlez d'autonomie, vous parlez tout de suite de stockage, de batterie, etc. Donc, il faut avoir suffisamment d'énergie renouvelable, j'ai envie de dire, pas forcément que le solaire, ça peut être l'éolien, ça peut être, etc. Il faut avoir un mix énergétique. Donc ça, au Sénégal, c'est un terme qu'on... C'est la doctrine d'ailleurs du chef de l'État. Il faut aller vers un mix énergétique, mais le tout solaire, je pense que les experts... est un tout risque. Le tout solaire est un tout risque. Le tout solaire est très risqué. Et aujourd'hui, on pense qu'une proportion peut-être 50-50 est plus raisonnable et réaliste que le tout solaire. Le tout solaire est très cher et le tout solaire est risqué. Un mot sur votre carrière, c'est important, Idy Demba Thiam. Nous avons évoqué vos débuts à Guédiawaye, si je ne me trompe, au lycée Limamoulaye. Comment s'est fait finalement ce choix que vous devrez plutôt intégrer le monde de la cybersécurité? Alors oui, mes débuts sont plus du côté de Pikine. Donc sans retracer mon parcours, c'est l'école privée Seydou Nourou Tall, oui. Le CM Cheikh Mamadou Labib Tidjani, donc le CM Sud. Avant d'aller au lycée Limamoulaye, effectivement, j'ai eu aussi la chance d'être boursier d'excellence. De l'État du Sénégal. L'État du Sénégal. Donc je rappelle toujours que l'État du Sénégal a investi 15 millions de francs CFA dans mes études. D'où le retour bientôt au pays. Alors, c'est tous les Sénégalais basés à l'étranger rêvent de rentrer au Sénégal. D'accord? Donc je ne trahis aucun secret en disant ça. On veut tous rentrer au Sénégal. Maintenant, ça prendra le temps qu'il faut. On espère que ça se fera rapidement. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a déjà des gens qui sont là. Il y a déjà des gens qui sont rentrés. On espère rentrer très rapidement. Avec bien entendu les opportunités de création d'emplois, parce que je pense que quand on rentre, c'est pas forcément pour être salarié, il faut rentrer aussi dans une optique de créer des emplois, d'entreprendre et de faire travailler des gens, de former les gens aussi dans les domaines dans lesquels on est en avance, et de profiter aussi de l'expertise de gens qui sont ici et qui savent beaucoup de choses mieux que nous. Il ne faut pas toujours penser que les gens qui sont à l'étranger sont meilleurs. Il y a des gens qui sont au Sénégal qui sont meilleurs que nous. Donc il faut qu'on puisse aussi bénéficier de cela. Mais en tout cas, donc moi j'ai fait 10 ans chez Schneider Electric où j'ai fait du développement logiciel, de l'architecture logicielle. Et comme étant dans l'embarqué, dans le monde industriel, j'ai basculé plus ou moins naturellement vers la cybersécurité parce que la sécurité s'est imposée d'elle-même dans les processus de développement de logiciels que je faisais. Et donc j'ai considéré que c'était une bonne opportunité de basculer vers ça. Donc j'ai fait un master supplémentaire à l'ENSIMAG à Grenoble, avant de basculer définitivement vers l'architecture sécurisée et la cybersécurité industrielle. Et ça fait quoi d'avoir ce poste prestigieux dans une entreprise aussi prestigieuse quand on parle de cybersécurité? Vous avez quel regard d'ailleurs, vous de France, un regard de France sur ce qui se fait au Sénégal? Alors je ne sais pas s'il est prestigieux, mais en tout cas je pense que c'est important d'évoluer dans des cadres dans lesquels on nous permet de développer nos connaissances et surtout de les mettre en œuvre. Aujourd'hui, General Electric est une très grande industrie, une entreprise internationale. Une multinationale. J'étais chez Schneider Electric avant. Ils sont très présents en Afrique et au Sénégal en particulier. Donc on est amené à collaborer, à travailler beaucoup avec des entreprises africaines. On travaille beaucoup avec des entreprises africaines et c'est important. La vision qu'on va avoir, c'est que très souvent dans nos pays, on développe des contrats clés en main sur lesquels on a peu de visibilité sur les spécifications techniques et sur les contraintes opérationnelles et technologiques.
Et donc je pense que je ne trahis pas de secret aussi, Ousmane, tu le sais mieux que moi, qu'il y a aussi un problème de transfert de technologie qui se fait. On aimerait contribuer à ça, on aimerait travailler dans ces domaines-là. On aimerait que demain, quand General Electric ou Schneider va contracter avec le Sénégal, que le Sénégal puisse lui dire il faut respecter telle norme africaine ou sénégalaise sur la cybersécurité des infrastructures critiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a quand même une certaine absence d'exigences réglementaires ou normatives dans ces domaines-là. Comme c'est le cas d'ailleurs avec le fameux RGPD, quand l'Europe impose au reste du monde une certaine façon de traiter des données quand c'est en rapport avec des Européens. Vous rêvez un peu d'un RGPD à l'africaine, autrement dit, que l'Afrique elle-même impose finalement son regard. Oui, je pense que quand il y a des choses qui sont bien, il ne faut pas avoir peur de les copier, ce n'est pas un problème. Mais le plus important, c'est qu'on ne copie pas et on ne colle pas une stratégie de cybersécurité. Parce que des mesures de sécurité sur notamment les infrastructures critiques doivent être une réponse à une analyse de risque globale. Donc c'est-à-dire qu'il faut que dans nos pays, que ce soit le data center, que ce soit le pétrole, le gaz, la raffinerie, que ce soit le transport, le TER, l'aéroport, etc., Sénélec, il faut vraiment aller vers un audit global, une analyse de vulnérabilité. Une fois qu'on sait à quel point on est vulnérable, une fois qu'on connaît les profils de nos éventuels attaquants, on s'ajuste. Et surtout, une fois qu'on mesure les conséquences d'une attaque cyber potentielle, on aura une vision précise du risque cyber auquel on est exposé et en ce moment-là, on pourra déployer les mesures de cybersécurité qui permettent d'atténuer ce risque. On a parlé de vous comme étant le seul Africain certifié avec la norme IEC/ISA 64443. 443 dans le monde de la cybersécurité industrielle, le seul Africain à être certifié dans ce domaine sur les 76 experts concernés par la certification en question. Il faut en rire ou en pleurer? À mon avis, il faut voir ça comme une opportunité. Il faut ni en rire ni en pleurer. Si je peux... Mais ça inquiète si vous êtes le seul, vous êtes d'accord? En réalité, en France, on est deux, par exemple. D'accord, si vous prenez la France, il n'y a que 2 personnes qui sont certifiées. Donc vous voyez, le Sénégal n'est pas si en retard que ça. D'accord, et l'Afrique n'est pas forcément en retard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la cybersécurité industrielle, c'est quelque chose de récent. C'est depuis Stuxnet. Alors il y a eu des attaques avant, mais c'est vraiment Stuxnet avec l'attaque de la centrale de Natanz en Iran on considère que ça a fait reculer l'Iran de 5 ans dans son programme de développement nucléaire, qu'on a vraiment commencé à prendre conscience de la cybersécurité industrielle et que les choses ont commencé à se déployer. Donc c'est très récent. L'Afrique et le Sénégal doivent, à mon avis, vraiment prendre les choses en main et développer leurs propres normes et pourquoi pas la 62443 à la sénégalaise ou à l'africaine. Et en ce moment-là, il y aura d'autres qui vont être certifiés, qui vont être formés et qui pourront prendre les choses en main. Idi Demba Thiam, merci beaucoup. Merci beaucoup Ousmane, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes ingénieur en développement logiciel, diplômé de plusieurs écoles, dont l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse en France, parce que vous travaillez en France pour le compte de General Electric. On espère vous recevoir de nouveau très bientôt pour aborder d'autres problématiques, parce que s'il y a un domaine qui ne manque pas d'actualité, c'est évidemment la cybersécurité. Merci infiniment. Rendez-vous, chers auditeurs, dimanche prochain. Nous serons déjà le premier dimanche du mois de juillet. Excellent dimanche et excellente semaine.